invité François Audet, directeur de l'OCA, qui nous donnera un aperçu sur le contexte global. Ensuite, François Grunwald, directeur du groupe URD en France, nous partagera un bilan sur l'effet cumulatif de la pandémie, illustré par des situations et des exemples spécifiques de contexte et d'intervention humanitaire. Et finalement, Mélanie Coutu, conseillère en égalité des genres et protection, nous partagera son expérience sur l'effet indirect de la pandémie sur l'accès humanitaire et sur les enjeux de protection de genre et de la violence basée sur le genre. Donc, sans plus tarder, j'invite François Audet à nous parler du macro du thème. Bonjour tout le monde. Merci d'être là encore en aussi grand nombre dans l'une de nos activités à l'Observatoire. Donc, comme vous aurez compris, on s'est un peu divisé la tâche avec François Grunwald et Mélanie Coutu. Donc, je me suis intéressé particulièrement, comme Christine le mentionnait, aux enjeux un peu plus macro ou méta. Donc, je vais aborder certains éléments observés suite à une revue de littérature, certes, mais aussi à beaucoup d'entretiens effectués au fil des derniers mois sur l'impact de la pandémie, sur, plus globalement, évidemment, l'écosystème humanitaire en général. Mais on a voulu, vous aurez compris, pour ce webinaire, s'intéresser en particulier à la notion de corridor. Alors, je me permets peut-être quelques éléments un peu plus de définition pour qu'on ait un petit peu des thèmes et une interprétation similaire. Donc, le mot corridor humanitaire, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de choses, mais essentiellement, si vous voulez, ce à quoi on s'est intéressé est un enjeu particulièrement important aujourd'hui, malgré la pandémie, de toute façon, c'est les enjeux, évidemment, migratoires, les enjeux de transition, les enjeux ou la possibilité ou l'impossibilité que les populations civiles victimes, ou dans des zones de conflit notamment, ou dans des endroits où il y a des catastrophes, peu importe la nature, de pouvoir quitter et de passer une frontière et d'aller dans un autre endroit pour être hébergé et protégé. Donc, c'est cette notion de déplacement qui est à la base, évidemment, du corridor et du système de protection que la communauté humanitaire a mis en place depuis presque la création de la Croix-Rouge, mais surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne vais pas retourner dans ces éléments-là, mais lorsqu'on regarde, évidemment, l'impact de la pandémie sur les enjeux de déplacement et de protection des civils, il faut comprendre, évidemment, ce de quoi on parle. Peut-être, maintenant qu'on a défini un petit peu cet élément-là, remettre en perspective peut-être des chiffres à jour d'où en est la situation humanitaire mondiale, et je n'irai pas trop dans les détails, c'est des données qui sont assez bien connues et largement diffusées, mais ce qu'on a observé en termes de besoins humanitaires ou de nombre de populations ayant des besoins humanitaires directs, soit de protection ou des besoins humains fondamentaux, etc., de janvier, donc avant la pandémie, on était environ à 250 millions de personnes, et en juillet, les évaluations du Global Humanitarian Overview des Nations Unies estimaient à plus de 400 millions de personnes qui avaient donc besoin de protection, besoin d'aide humanitaire. Alors, c'est une augmentation significative et évidemment, les hypothèses derrière cette augmentation assez importante cette année sont pointées vers le phénomène de la pandémie, notamment à différents niveaux. Oui, à la dimension de la santé, des enjeux directement liés à la pandémie sur la population. Mais ce qu'on constate, et je vais laisser évidemment mes collègues élaborer davantage, c'est que c'est surtout les effets indirects de la pandémie qui occasionnent vraiment des problématiques plus spécifiques pour la protection des populations civiles. Dans l'ordre d'idée de chiffres aussi, il faut aussi se souvenir et se rappeler qu'on a atteint des tristes records de nombre de personnes en déplacement, donc qui ont dû fuir pour des raisons de sécurité dans ces dernières années. Donc, les derniers chiffres connus, là, on serait à plus de 80 millions de personnes qui ont quitté leur foyer pour fuir la persécution, la violence, là, donc selon des données statistiques compilées par le HCR. Alors, c'est des chiffres, évidemment,
incroyablement important. Mais derrière chacun de ces chiffres-là, il ne faut jamais oublier évidemment que ce sont des vies, des individus, des familles, des collectivités qui, évidemment, sont littéralement sans soutien, sans protection d'aucune façon. Comme je le mentionnais, et là, je vais m'attarder peut-être davantage aux effets de la pandémie au niveau macro sur le système, je dirais, un peu plus global. Ce que je mentionnais, puis encore une fois, François et Mélanie vont y aller davantage dans les détails, c'est que les enjeux de la pandémie, l'impact sur notamment la santé, les effets sur la mortalité, hein, qui sont des données généralement assez solides pour évaluer, comme on le sait tous aujourd'hui, l'impact de l'épidémie. Les mortalités ne sont pas très importantes, voire dans certains endroits, il n'y a pas de surmortalité, ce qui est beaucoup moins le cas, comme on le sait, dans les pays riches, les pays occidentaux, où on voit une très grande surmortalité. Dans plusieurs régions du monde qui généralement sont les endroits, les régions du Sud qui accueillent, hébergent beaucoup de crises humanitaires et un bon nombre de ces 400 millions de personnes qui sont dans besoin humanitaire. Ce qu'on constate, c'est que l'effet de la pandémie sur la santé, direct en tout cas, ne semble pas être tangible à tout le moins. Et François pourra en parler, il revient lui-même d'ailleurs d'Afrique. Par contre, les effets indirects, il y en a des perceptibles. Plusieurs recherches ont été faites et des entrevues ont été faites durant les derniers mois. Et je vais vous donner quelques éléments. Un élément qui est assez important, c'est les enjeux frontaliers, évidemment. Alors, si vous et moi ne pouvons pas sortir de notre propre pays ou même aller, pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis ou dans le pays voisin en Europe, ben, on peut imaginer qu'une personne qui doit se déplacer pour des raisons de sécurité arrive à une frontière qui est désormais fermée ou beaucoup plus hermétique, étant donné le contexte de la pandémie où la majorité des pays de la planète ont mis des mesures très strictes de déplacement interfrontalier. Alors, pour des populations qui doivent se déplacer pour des raisons de sécurité, ce qu'on observe, c'est une augmentation significative des populations qui s'agglomèrent à plusieurs frontières de la planète et qui donc ne peuvent pas arriver dans des endroits plus sécuritaires pour la protection. Ça c'est très bien observé. Un autre élément aussi qui a été observé, c'est une augmentation de 200 à 350 des frais de passeurs. Donc, les passeurs, comme vous le savez, ce sont des gens qui facilitent la transaction et la transition des populations d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Très souvent, on va diaboliser les passeurs qui peuvent parfois, et c'est aussi documenté, abuser évidemment du contexte de vulnérabilité des populations qui sont en déplacement. Mais très souvent, ces passeurs-là, il faut toujours se rappeler, ce sont des individus extrêmement importants dans la filière de migration pour que les personnes puissent se sauver. Sinon, évidemment, ils restent dans des endroits où leur protection n'est pas assurée et leur sécurité est compromise. Donc, les passeurs jouent un rôle déterminant, font partie de la chaîne de transactions du déplacement des populations migrantes. Et évidemment, étant donné ce que je viens de vous expliquer sur les enjeux frontaliers et de la complexification des transactions au niveau des frontières, ben, les passeurs, évidemment, ont augmenté significativement leurs tarifs, ce qui devient extrêmement difficile et beaucoup plus cher pour la population qui veut passer une frontière d'un endroit à un autre. Ce qu'on constate aussi, c'est une baisse significative de l'accès humanitaire des organisations humanitaires elles-mêmes. Donc, l'écosystème, en fait, la pratique, le milieu de la communauté de pratique des organisations humanitaires semble beaucoup plus affecté à la limite que beaucoup d'autres éléments de l'humanitaire, dans le sens où on a observé évidemment des baisses significatives dans les revenus de beaucoup d'organisations. On a très rapidement vu beaucoup de pays donateurs traditionnels, et là j'exclus les États-Unis de l'équation pour des raisons évidentes, mais même par rapport à l'Europe, au Canada et d'autres pays riches qui se sont beaucoup plus contractés et ont davantage évidemment priorisé leur crise humanitaire dans leur propre pays. Hein. Donc la ligne de front traditionnelle s'est mise dans les centres de personnes âgées ici au Canada, dans les hôpitaux en Europe, etc. Et évidemment, il y avait une urgence pour plusieurs pays traditionnellement donateurs de
de rester beaucoup plus conservateur et moins généreux d'une certaine façon. Et aussi pour les individus, on connaît encore mal l'impact économique qu'engendrera la pandémie, mais clairement, on voit évidemment qu'il y a beaucoup de pertes d'emplois, etc. Donc, même pour le donateur moyen, il y a une diminution de capacité de donner aux organisations humanitaires. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que les grandes organisations sont assez résistantes. Donc, on sait que Oxfam, notamment, a fermé 18 bureaux pays, mis à pied 1400, 1500 personnes au total. Mais l'histoire ne dit pas exactement si ce schéma de délestage était peut-être prévu avant et que la pandémie a été un facteur qui a accéléré la décision de réduire les opérations pour une organisation comme Oxfam. D'ailleurs, dans cet agenda de localisation auquel des grandes organisations comme Oxfam étaient de toute façon confrontées et avaient d'ailleurs convenu d'avancer. Alors, donc, on voit de toute manière une diminution des financements. Et qui dit une diminution du financement dit aussi, étant donné en plus la problématique du déploiement, beaucoup de complexité dans je dirais, d'avoir des témoins outre-mer, donc notamment je pense entre autres au CICR, des délégués protection traditionnelle, etc., des projets et des personnes qui, par leur simple présence, peu importe évidemment le contexte humanitaire, agissaient en protection. Évidemment, le fait qu'on voit beaucoup de ces organisations-là rapatrier leur personnel, et là, je ne parle pas juste de personnel occidental étranger, je parle de leur personnel en général, en capitale ou dans les grandes villes. Il y a beaucoup moins de présence dans les terrains d'opération. Et ce qu'on a observé, entre autres, en Afrique de l'Ouest, François pourra peut-être nous le confirmer aussi, mais en Afrique de l'Ouest, certains endroits comme le Mali, évidemment, la nature horreur du vide et plusieurs groupes armés ont profité de l'espace laissé libre par les organisations humanitaires pour reprendre une partie de ce territoire-là. Entre autres, le CICR notait qu'il y avait 20% des cliniques médicales dans tout le Sahel qui avaient été littéralement détruites par des groupes armés durant les 6 derniers mois. Donc, il y a vraiment une perte de capacité de répondre aux soins de santé de par ce retrait-là et par le fait qu'il y a moins de vigilance et moins de personnes présentes sur le terrain. Là, je parle vraiment de simple présence. Après, et là, je lance un clin d'œil à Christine parce que j'avais dit que c'était court et je veux être certain de rester dans le temps. Christine, juste me dire rapidement avec le doigt combien de temps j'ai pour que je puisse éventuellement conclure, mais il ne m'en reste pas pour très longtemps de toute façon. Donc après, ce repli des organisations liées aux enjeux de financement, aux enjeux aussi de diminution des financements des donateurs et aussi, on le sait, au niveau même des diasporas, a quand même généré et on a beaucoup discuté de ça d'ailleurs à l'Observatoire, je dirais forcer ou encourager l'agenda de localisation. Alors, si d'un côté, on voit une posture beaucoup plus conservatrice et disons, moins d'exploration des organisations humanitaires traditionnelles, on les voit forcer, encourager de procéder à un transfert de financiers, de soutien aux capacités locales, aux organisations locales, aux structures de pouvoir locales, peu importe lesquelles, justement pour permettre néanmoins que des projets se réalisent, que la protection s'opère et que les services humanitaires puissent être déployés à travers des structures locales. Alors cet agenda-là, comme vous le savez, est ce qu'on appelle grosso modo donc l'agenda de la localisation, hein, qui a eu différents noms au fil des décennies du phénomène de renforcement des capacités locales au Grand Bargain jusqu'à aujourd'hui, donc l'agenda de localisation. On voit que la pandémie ou le phénomène lié de l'impact secondaire de la pandémie, clairement, a encouragé les organisations à procéder plus rapidement dans leur plan, de veiller à ce qu'il y ait une partie de leurs ressources financières et de leur pouvoir qui soit transmis aux organisations, aux structures locales, ce qui répond à une critique importante du système humanitaire qui se veut généralement toujours un peu post-colonial et qui résiste depuis et toujours à procéder à ce transfert de compétences et de ressources-là et en fait, au bout du compte, à moins dépendre de l'aide étrangère, si vous voulez. Alors, donc, la pandémie semble forcer ça. Ce matin même, j'étais d'ailleurs à un webinaire
à Londres, évidemment, mais de mon bureau de Montréal, à l'NAP, et on discutait d'ailleurs de ce phénomène-là. Certains doutaient que cette structure-là de localisation soit permanent. Donc, certains faisaient l'hypothèse que, à partir du moment où tout le monde aura un vaccin et qu'on sera dans un retour d'une certaine nouvelle normalité, on verra revenir à nos anciens mauvais plis. D'autres étaient plus optimistes et semblaient croire que non, une fois que les structures sont là, il y aura un rapport de force plus éloquent de la part des structures locales du contexte de la pandémie. Alors, on pourra mieux comprendre l'impact durable de ça peut-être dans 1 an ou 2, mais pour le moment, en tout cas, on voit clairement cet agenda-là qui est là. Et peut-être, je terminerai peut-être sur une dernière chose, ce qu'on voit aussi également, puis ça revient un peu à tout ce que je disais, en termes de chaîne d'approvisionnement. Évidemment, ce qu'on a vu, puis ça aussi dans plusieurs webinaires que j'ai eu au fil des derniers mois dans différents milieux de l'humanitaire dans le monde, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une rupture des chaînes d'approvisionnement traditionnelles. Tout à l'heure, je parlais des déploiements d'individus, mais les chaînes d'approvisionnement aussi. Donc, il y a dû avoir très rapidement, puis là-dessus, il faut quand même saluer l'agilité des organisations humanitaires à s'assurer que des services soient malgré tout déployés de manière différente, malgré le fait que tout d'un coup, il n'y a plus d'avions littéralement, que les aéroports sont même fermés, qu'il n'y a plus de gestionnaires dans la chaîne d'approvisionnement pour de la reddition de comptes, réceptionner les millions de tonnes de tout le matériel humanitaire qui est déployé annuellement. Alors, il y a eu une réinvention importante de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Évidemment, l'approvisionnement est plus facile à contourner dans la pandémie que le voyage des individus, mais malgré tout, les premiers mois ont été extrêmement complexes à réinventer les chaînes d'approvisionnement parce que certains pays, justement, qui assurent certains approvisionnements, on n'a qu'à penser aux pays traditionnellement donateurs, se sont beaucoup retournés vers justement l'appel de ces approvisionnements. On parle juste à penser aux masques, par exemple, aux éléments de protection du personnel de santé, même au personnel de santé lui-même. Chez certaines organisations, et je termine là-dessus, comme Médecins sans frontières et la Croix-Rouge, on a sollicité beaucoup de ces organisations-là à venir travailler, notamment, je parle du Canada, au Canada, et je sais que c'était le cas également en Europe. Donc, on voit un peu comment l'équilibre de l'écosystème humanitaire a réagi à ce choc massif-là. Et donc, je conclurai ici, puis je laisserai évidemment la parole à mes 2 collègues pour la suite des choses. Merci beaucoup, François. C'est un très, très bel aperçu du macro. J'aimerais ensuite passer à l'autre François pour nous donner un peu plus sa perspective. Encore, merci de partager tes expériences récentes du terrain. Merci. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe de François et de l'Observatoire canadien de l'aide humanitaire à avoir organisé ces trucs-là. On a ce partenariat maintenant depuis un petit moment et on est très content d'être avec vous pour cet exercice. Alors, moi, je vais prendre un petit peu des cas un peu parallèles et des explications un peu latérales par rapport à ce que François a dit. Alors, il a, avec juste raison, souligné que les corridors, c'est des histoires de mouvement. Mais dans les corridors humanitaires, il y a une autre dynamique qui est très importante, c'est la dynamique de négociation. C'est-à-dire qu'en fait, les populations bougent, mais ce qui fait qu'on parle de corridors humanitaires, c'est quand il y a une négociation pour qu'il y ait un passage dans des bonnes conditions de population. Et autour de la Covid, on a vu apparaître des choses assez intéressantes. On a vu des endroits où des acteurs de la violence étaient assez bloqués dans la communication et le passage, soit des populations pour se faire soigner, soit de l'aide pour arriver aux populations. On a vu des ouvertures assez intéressantes. Et de même qu'on avait vu sur Banda Aceh, sur quelques autres cas, ce qu'on a appelé la disaster diplomatie, on a eu de la Covid diplomatie. On a eu en Afghanistan les talibans ouvrant des portes de passage pour l'aide internationale en disant venez soigner, venez installer les choses chez nous, on vous accueillera, on vous assurera votre sécurité. Là, on vient de voir que les Shebabs ont accepté que des populations quittent leur zone pour aller se faire soigner dans d'autres zones en Somalie. Donc, on a… Et puis, il y a d'autres cas où c'est le contraire. Il y a d'autres cas, par exemple, dans le Sahel,
où les acteurs de la violence bloquent tout et profitent, comme François a dit, un peu de la situation compliquée liée par la Covid pour créer plus d'incidents de sécurité, prendre plus de territoire. Donc, on a cette première dynamique. Si corridor humanitaire, c'est aussi connecté diplomatie humanitaire, on voit que ça a joué de façon assez variée selon les contextes. Donc ça, c'est un premier point qui est important de rappeler. Le deuxième élément qu'il faut aussi rappeler, et François l'a déjà dit, c'est que la première réaction classique en contexte d'épidémie d'importance ou de pandémie, c'est d'essayer de contenir les mouvements. Contenir les mouvements, ça a été notamment les contrôles, les fermetures de frontières. Il ne faut pas oublier qu'on a au moins une dizaine de cas bien connus dans lesquels l'arrivée de la Covid en pays de type Congo, ou de type Somalie ou de type Mali est arrivée par des expatriés, notamment souvent par les missions des Nations Unies ou des ONG, et que les premiers cas qu'on a pu repérer sur Mogadiscio, sur Kinshasa, sur Kidal, sur Tombouctou, ont toujours été amenés par des expatriés. Et donc, la réalité de la peur et de l'enjeu de contrôler un petit peu tout ça n'est pas basée sur des fantasmes. C'est la réalité dans plein d'endroits. L'épidémie est arrivée par des expatriés, parfois venant de Chine, mais parfois venant de vacances en Europe, etc. Et voilà. Donc ça, c'est un point qui est important parce qu'évidemment, ça joue sur l'image des expatriés acteurs de la contamination, ça joue sur la crédibilité que l'on a de poser un petit peu des enjeux de mesures, de quarantaine, de confinement, etc. Quand on est nous-mêmes des acteurs de la contamination. C'est toute l'histoire des grandes épidémies du temps de Gengis Khan, du temps de la fièvre, de la grippe espagnole, hein, où c'est les acteurs qui bougeaient, qui amenaient les épidémies. C'est pas anodin, mais c'est pas anormal qu'on ait voulu essayer de gérer ce phénomène épidémiologique qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on connaît finalement toujours assez mal, en essayant d'entraver les mouvements de population pour éviter un petit peu ces contaminations. Donc ça, c'est un point classique hein, de la gestion des épidémies et des pandémies, qui est l'isolation, les quarantaines, les fermetures, et qu'évidemment, si on ferme, il faut trouver les façons de faire passer des choses quand même. Et c'est là où intervient la problématique des corridors humanitaires ou tout autre système de management de flux. Alors, il ne faut pas oublier, et on l'oublie souvent, hein, nous on voit ça en France, c'est un peu catastrophique, que la gestion d'une pandémie, c'est un quart de santé, un quart de logistique, un quart de communication et un quart de gestion de crise au sens large. Et qu'autour de ça, la logistique, la gestion de crise, la communication, c'est des éléments clés pour gérer tout ce qui n'est pas médical, mais aussi ce qui est médical dans la gestion de la pandémie. C'est souvent des sujets qui sont laissés de côté, mal vus. Pour ceux que ça intéresse, sur l'observatoire Covid du groupe URD, qui est disponible sur notre site, on a fait beaucoup de travaux là-dessus, que vous pourrez trouver. Mais voilà, c'est un élément clé de la gestion de ce genre de crise-là et de la gestion des nécessaires flux de personnes, de matériel médical et de tout le reste pour que les économies ne s'écroulent pas, les sociétés ne s'écroulent pas et que même la capacité de soigner ne s'écroule pas. Donc là, c'est un élément qui est fondamental. Autour de ça, on voit il y a eu plein de situations très variées qui ont été mises en place, depuis des pays qui bloquent tout passage, toute arrivée, ou des pays qui ont mis en place des procédures assez malignes de on vous teste à l'arrivée, on vous teste au départ, on vous teste à l'arrivée, et après, quand vous avez le test négatif, vous pouvez passer. Là, je suis rentré dimanche de Centrafrique. C'est le système qui a été mis en place par les autorités centrafricaines après un petit moment de flottement. Quand ils ont commencé à voir que
l'épidémie n'explosait pas en Centrafrique, que les cas les plus dangereux pouvaient être les gens qui venaient de zones contaminées. Ils ont mis en place un système avec test avant de partir, test à l'arrivée, éventuellement quarantaine si les gens sont un peu douteux, avant de pouvoir aller travailler. Donc, on rentre dans la mécanique du corridor, comment on dit, modéré. Voilà, modéré avec, ça veut dire pas limité, mais avec un modérateur, avec des mécanismes de modération. Et ça me semble des choses tout à fait intéressantes. On oublie aussi, et là en France, on est complètement au cœur de ça, c'est que ces problématiques-là, ce n'est pas simplement des trucs de coopération humanitaire, c'est des trucs qu'on vit au quotidien en France, en Europe, et au Canada aussi, et aux États-Unis, n'en parlons pas. Cette problématique des flux, des contacts, des gestions du risque épidémiologique qui se transfèrent avec les gestions de population font partie des éléments qui sont clés. Et se rajoute à ça le facteur absolument fondamental qui est la communication. C'est-à-dire qu'un corridor qui soit humanitaire, qui soit renforcé par les forces de l'ordre pour gérer les mouvements de population, les jugements de produits, s'il n'y a pas une bonne communication autour, ça devient de la dictature, ça devient des zones de friction extrême, ça devient un danger aux droits de l'homme, alors que tout l'enjeu, c'est un enjeu de communication, d'explication du pourquoi, de dialogue autour de l'exercice. Et on sait combien, dans de nombreux endroits, les autorités n'ont pas compris que une des clés de la gestion de ces crises sanitaires majeures et de leurs composantes, flux de population, flux de soignants, flux de biens, flux d'humanitaire, c'est le dialogue, la communication et l'explication. Et là, trop souvent, nos dirigeants, qu'ils soient d'ailleurs africains, français ou autres, sont souvent assez mauvais là-dessus. Hein. La communication de crise, ce n'est pas du tout quelque chose de bien fait dans plein de contextes. Je voudrais juste peut-être venir sur le point de la localisation, parce qu'en effet, c'est un sujet intéressant, mais ce que la Covid nous montre, et qu'on a nous déjà vu dans d'autres contextes, on a écrit pas mal là-dessus, c'est que la localisation, ce n'est pas simplement une histoire d'ONG locale. La localisation, c'est tous les acteurs locaux. Quand tout ça a commencé, j'étais en RDC Congo, j'étais sur Goma et les Kivu, à travailler sur la problématique de la corruption de l'aide en milieu Ebola, mais aussi sur l'aide classique. Et qu'est-ce qu'on a vu? En fait, les gens souvent, il y a une espèce d'auto-organisation, avant même que l'aide internationale ne réalise qu'il allait y avoir un vrai problème, les gens se sont auto-organisés. C'est le jeune étudiant qui avait vu qu'autour du marché, autour de lui, il y avait des rebuts. Et il a commencé à les collecter et à les distribuer à des endroits où les gens étaient en train peut-être de perdre leur job avec la Covid, absolument sans organisation. C'était une personne qui prenait ça. De même, les acteurs nationaux ou les acteurs locaux de la santé, ils sont des clés de la localisation. Ils sont oubliés du discours très politique qui essaye d'opposer ONG du Nord à ONG du Sud sur les questions d'argent. Mais la clé de la localisation, c'est souvent des acteurs qui ne sont pas du tout ONG. C'est aussi les acteurs locaux, c'est les municipalités qui, dans plein d'endroits, donc, quand j'étais dans cette zone où, comme je disais à l'époque, le LLRD d'Ebola, donc la sortie d'Ebola, ça sera le DRR de la Covid. Ce sera la préparation de la Covid. Et en fait, on voyait dans des endroits au fond de la brousse des petites municipalités qui ressortaient les systèmes de lavage de mains, qui ressortaient les affiches Ebola et choléra, et qui, avec leur stylo, effaçaient choléra, Ebola et marquaient Covid. Et donc, cette localisation, c'était aussi des tas d'initiatives de citoyens, d'élus, de gens des services locaux, de santé, des marchés, du chef de la police qui essayait de mettre en place des trucs comme ça, souvent de façon très, très peu coordonnée au début, mais qui sont des acteurs locaux largement aussi, sinon plus importants que les ONG locales. Donc, c'est des oubliés du débat de la localisation, et je pense qu'il y a un vrai enjeu à rappeler ça. Après, qu'est-ce qui est passionnant là-dessus? C'est qu'évidemment, alors d'abord, la diversité des situations. Hein, là, on est en train de travailler sur
sur Somalie, DRC Congo, gestion de la Covid au Soudan du Sud, c'est intéressant parce que finalement, voilà, il y a 67 morts sur l'ensemble du Sud-Soudan, 99 morts répertoriés sur la Somalie. Et on a sûrement des tas de choses fausses et non reportées sur les chiffres statistiques, etc., parce qu'il n'y a pas de système de test, etc. Mais il y a une chose qui est relativement bien contrôlée, c'est ce qui se passe dans les morgues et ce qui se passe dans les cimetières. Parce que ça, on peut pas fausser. Et en fait, il n'y a pas d'explosion. Colombie, Pérou, alors évidemment France, Espagne, Italie, États-Unis, on a la situation complètement inverse, qui est voilà, l'explosion, forte mortalité, même s'ils essaient de contrôler les courbes. Et puis des problématiques très différentes au Yémen, en Syrie, en Afghanistan, où là, les enjeux de corridors humanitaires et de problématiques Covid sont largement sous le couvert de la problématique de conflit elle-même. Et donc, c'est un facteur aggravant, c'est un facteur qu'il faut gérer en même temps que les dynamiques du conflit. C'est un facteur qui fait partie de ces situations extrêmement complexes, multifactorielles, qu'on a tendance de vouloir trop simplifier, et que là, la Covid a montré un peu cette tentative de simplification. Quand on nous parlait de la plus grave crise humanitaire du monde, qui était la Covid, en fait, c'était des peurs qu'il y avait, on ne savait pas. Et la réalité montre que ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et donc là, on est souvent face à l'imprévisible, l'inconnu, et nos systèmes, nos gouvernements, nos sociétés ont un mal fou à gérer l'inconnu et l'imprévisible. Et que là, on revient sur la question de la communication. Il faut assumer, expliquer qu'on ne sait pas, il faut être très humble, alors que nos États ont tendance à être plutôt arrogants en disant on contrôle, on connaît. Il faut être très humble et très agile. Et ces choses-là sont évidemment des choses qui sont compliquées et qui sont évidemment fondamentales pour l'explication de on ferme, on ouvre, on modifie les possibilités de mouvements de population, de mouvements d'acteurs humanitaires, etc., en fonction d'une connaissance qui s'accumule progressivement et qui est pas simple. Et ça, je pense que c'est une des grandes leçons de cette crise de la Covid, c'est face à l'inconnu, on est très désarmé et on a tendance soit de vouloir nier l'inconnu et la crise, soit de se rigidifier de façon très, très, très potentiellement violente, et que en fait l'intelligence reste la clé et la multidimensionnalité doit rester la clé, et surtout le dialogue doit rester la clé. Pouvoir expliquer pourquoi on ouvre, pourquoi on ferme, pour revenir sur la question des corridors, pouvoir faire comprendre pourquoi il y a des endroits où le passage sera facile, pourquoi le passage ne sera pas facile à d'autres endroits. Ça demande du dialogue, du dialogue, du dialogue. Et ça, c'est pour moi la grande leçon de cette crise, c'est que les acteurs humanitaires ne sont pas nécessairement très bons pour le dialogue, les acteurs politiques sont absolument mauvais pour le dialogue, et qu'on aura beaucoup à apprendre. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a encore plein d'autres choses à dire, mais comme ça laissera de la place. Et en tout cas, merci de me donner l'occasion d'expliquer tout ça. Merci, merci encore François pour ce partage. Je passe à Mélanie qui pourrait… Bonjour, d'accord, merci pour la parole. Merci aux deux François pour vos commentaires qui ont suscité encore davantage de questions. Et juste pour faire le filet avec François, cette dernière présentation où c'est vrai qu'on ne sait pas trop encore qu'est-ce qui se passe. On a reconnu que l'impact de la COVID est multiple. Multi-layer, il est politique, il est social, il est économique, il frappe un peu nos organisations humanitaires. Et là,
on nage un peu dans une très grande ambiguïté. Moi, j'ai établi une réflexion, je vais présenter une réflexion qui se fait sur les corridors humanitaires, mais vraiment dans le micro-micro. Donc, vraiment, je vais discuter un peu de la position du frontline worker. Hein. C'est ce qu'on appelle les premiers, ceux qui sont dans les communautés, les mobilisateurs communautaires, les speakers, ceux qui sont les premiers à intervenir dans les réponses humanitaires. Je vais prendre la posture donc de cette réflexion qui se trouve à la conjonction de 3 éléments. Okay? Donc, on a bien sûr l'expérience, le rôle de la personne au sein de l'organisation. Et là, je parle spécifiquement du personnel parce qu'on a parlé de locally led interventions. Donc, ce n'est pas nécessairement ça, mais je vais parler vraiment du staff des organisations internationales et du staff local qui travaillent pour les grosses boîtes, les grosses ONG internationales. Donc, on va parler un peu au niveau parce que c'est à la jonction de ces 3 éléments-là. Donc, l'individu lui-même, son rôle au sein des organisations, qu'est-ce qu'il fait, c'est son accès à des positions de pouvoir, de négociation et tout ça. Le contexte lui-même, comment il change, et bien sûr l'organisation et surtout toutes les politiques autour du duty of care. Hein? Qu'est-ce que les organisations, les mesures, les politiques qu'ils vont prendre pour protéger et assurer que leur staff, en majorité nationale, ait accès, hein, puisse rentrer dans un corridor humanitaire et commencer à offrir une assistance quelconque. Juste pour aussi souligner un peu cette présentation, mon expérience personnelle, elle est surtout en Afrique subsaharienne. C'est très vaste aussi, bien sûr. Surtout en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, la Corne et un peu de l'Afrique de l'Ouest. Donc, s'il y a des tangentes, s'il y a des trends qu'on peut peut-être amener à d'autres contextes, je ne saurais dire. Je n'ai pas eu d'expérience ailleurs. Donc, le premier élément, bien sûr, c'est le contexte. Hein, et encore là, je m'intéresse plus, mettons, à l'impact de la COVID sur le nombre de décès de personnes, tu vois, et on l'a souligné ici qu'il semble beaucoup moindre que dans les pays occidentaux. Mais je m'intéresse surtout aux effets, à l'impact de la COVID, de par notamment la pression, les impacts indirects au niveau économique et autres. Et par exemple, UN Women a sorti déjà, et là il faut dire, j'ouvre une autre parenthèse, dans ce sens où les données commencent à ressortir, hein, toutes les données à la fois épidémiologiques. Je pense que le World Health, l'OMS, en termes de données désagrégées par sexe et âge, on est rendu à peu près à 37% de pays qui partagent ce type de données. Donc, ce n'est pas nécessairement ça qui m'intéresse, mais c'est plutôt l'impact indirect. Donc, sur les économies, sur bien d'autres choses. Donc, et là, UN Women estime, et encore c'est fait sur des trends, c'est des assumptions, que 47 millions de femmes, il va y avoir un appauvrissement général, et 47 millions de femmes vont plonger dans un autre cadre de pauvreté et vont vivre avec moins de dollars par jour. Et que les femmes qui occupent surtout des postes dans le secteur informel, les deux, les hommes et les femmes, mais sont majoritairement les femmes, sont 4,3 fois plus susceptibles de retourner dans une plus grande pauvreté que les hommes. Donc, on peut anticiper malheureusement un appauvrissement des ménages. Maintenant, qu'est-ce qui est inquiétant, c'est que souvent quand on dit appauvrissement des ménages, on observe en parallèle une augmentation de la violence basée sur le genre. Parmi ce type de violence, il y en a nombreux. On va parler, et là je prends juste un exemple. Je prends un exemple, souvent, encore là, c'est des trends, on peut anticiper ça et chaque cas est vraiment spécifique. C'est le nombre de mariages d'enfants qui va augmenter de manière significative. Et maintenant, qui dit augmentation de mariage d'enfants, dit augmentation de grossesse précoce, dit augmentation des besoins en santé sexuelle et reproductive. Et parallèlement, on retire des ressources, hein, on retire une forme d'assistance d'appui aux centres de santé dans les pays qu'on intervient pour diverger vers la COVID. Donc, les besoins augmentent, les ressources sont passées ailleurs, on ne sait pas trop, il faut des analyses et ça, c'est vraiment inquiétant, okay? Pour la santé des jeunes filles, entre autres. On retire les enfants de l'école, on ferme les écoles. Souvent, les petits garçons sont plus susceptibles de retourner à l'école que les filles qu'on va garder au sein des ménages à cause de l'appauvrissement des ménages. Et là, on va trouver, soit on va les marier ou soit elle va travailler pour augmenter le revenu des ménages.
Par exemple, et là, comme je vous dis, la littérature en termes de gender protection, elle est très limitée. Hein. De Lancelot avait fait une revue de la littérature récemment sur tout ce qui a été écrit par rapport à l'épidémie en Afrique de l'Ouest, Ebola et tout ça, et avait estimé que seulement 5% de la littérature avait inclus une perspective de gender protection dans leur article. Donc, c'est de manière générale. Bref, on peut faire mieux sur ce type de littérature-là. Mais de manière très conservatrice, il y avait une étude qui a souligné que la pandémie en Ebola, la pandémie en Sierra Leone d'Ebola avait augmenté de 2014 à 2015 d'au moins 3700 mortalité de femmes qui accouchaient, donc maternal death, hein, et elles augmentent significativement. Donc, ce n'est pas tant des mortalités directes de l'Ebola, mais des mortalités indirectes par une diversion des ressources. Et là, c'est une augmentation de la mortalité maternelle, qui est quand même significative. Et là, on peut décliner sous toutes sortes de formes de conséquences indirectes, le taux de mortalité de la malaria avec l'accaparation des ressources, etc., etc. Mais en termes de gender, c'est très, très, très préoccupant parce que on voit une recrudescence des violences, des besoins de protection et une diversion des ressources, okay, à la fois localement et qu'est-ce qu'on décide d'appuyer. Donc ça, c'est le contexte qui change, qu'on essaie de comprendre, qu'on anticipe certaines patterns, trends basés un peu sur qu'est-ce qu'on sait. Hein. Évidemment, les crises vont exacerber les inégalités existantes et les besoins, et ici comme ailleurs, bien sûr. Le deuxième point porte autour de l'individu. Hein? Donc, qui est ce frontline worker? Qui est ceux et celles qui travaillent au sein des organisations internationales, comme les grandes boîtes qu'on connaît tous bien? Donc, la majorité, c'est 90%, ce sont des staffs nationaux, hein, communément appelés NatStaff. Au sein de donc 90% de NatStaff, 10% expatriés à peu près, et ça c'est grosso modo. Et à l'intérieur, on disait 80% des hommes versus un 20%, 25% de femmes qui travaillent pour des organisations internationales. Encore là, c'est les données, bon, on a besoin d'un peu de consolidation pour mener de telles recherches, mais c'est à peu près les chiffres qu'on a. Maintenant, l'individu, et là, nothing groundbreaking here. Hein? On remarque beaucoup de disparités dans le traitement ou dans l'expérience des staff expat versus staff national. Et on décline encore entre staff national masculin et staff national féminin. Right? Donc là, c'est pas, je n'ai pas une grande révélation, mais ces disparités sont à plusieurs niveaux. Donc en termes d'information, hein, accès à les informations. Souvent, le staff national n'est pas nécessairement au courant de toutes les lois qui protègent leurs droits en tant qu'employés. Donc, accès à l'information, l'accès à leurs droits, aux benefits et tout ça. L'accès aussi à des postes de décision. Right? Le Central Country Leadership Team et tout ça est normalement réservé où une plus grande présence d'hommes expatriés et ensuite d'hommes nationaux. Okay? Donc, ces disparités-là, elles sont flagrantes, elles sont présentes et tout ça. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi, si on veut un peu analyser un peu les différences entre, mettons, un NatStaff national NatStaff masculin, féminin, c'est que, encore là, les femmes se trouvent en position un peu désavantageuse dans le sens qu'elles sont encore plus loin des cercles de pouvoir. Okay? Et là, toute l'advocacy, leur plaidoyer pour faire avancer leurs droits ou exprimer leur grievance, leur demande en tant pour leur propre protection est un peu plus difficile. Hein? Il y a des exemples. Où une femme enceinte au Congo qui prend la route sur une moto pendant 4 jours, elle ne veut pas dire non à son poste, c'est un MNE officer. Elle est enceinte, elle ne sait pas qu'elle a le droit de consentir ou il y a une policy à l'intérieur qui dit qu'elle peut refuser un poste, une intervention et que, je veux dire, la boîte ne va pas la virer pour autant et qu'ils vont la localiser. Mais ce sont des informations qui ne sont difficilement accessibles à la majorité des femmes qui ne se trouvent pas dans des situations ou dans des prises de decision-making position au sein des organisations. Donc, elles prennent un grand risque sur elles-mêmes. Et je crois aussi qu'en termes de RH, de policy, conciliation famille, on néglige souvent tout l'aspect personnel. Tu vois, chez les femmes, en fait, bon, c'est recensé, c'est par expérience et par observation aussi. Mettons, je vais donner l'exemple encore du Congo, mais les femmes congolaises ont énormément de pression pour la famille. Hein? Je veux dire, une fois, elles sont jeunes, elles sont nouvellement mariées, donc énormément de pression de la famille pour qu'elles gardent le poste,
pour qu'elles gardent une source de revenus, mais qu'en même temps qu'elles fondent la famille, tu vois. Donc là, c'est timoré et le burden aussi, si on parle de COVID, on parle de maladie, pas nécessairement la COVID elle-même, mais les effets ou les effets, mettons, d'autres maladies qui augmentent à cause du virement des ressources et tout. Donc, c'est celle qui prend soin d'abord et avant tout de la famille, hein, le burden qu'on appelle le home care burden, retombe souvent sur les femmes. Donc, il y a énormément de pression sur ces femmes qui veulent continuer à travailler, mais qui sont timorées avec la pression au sein de leur famille, au sein de leur communauté, d'avoir d'autres responsabilités qui les mènent à l'extérieur. La notion aussi de mobilité, hein, je veux dire, des fois la mobilité, si quelqu'un, puis encore j'en reviens au MNI, une personne qui veut monter dans l'échelon et devenir directeur ou avoir plus de positions doit démontrer une longue expérience de récolte de données, de travail sur MNI étant le suivi évaluation, donc la collecte de données, tout ça. Donc, il est très difficile pour les femmes des fois de partir, hein, 2-3 mois ou 1 mois, donc de gagner de l'expérience. C'est ça parce qu'il y a une restriction sur la mobilité des femmes qui s'applique donc aux femmes de la communauté, mais aux femmes, bien sûr, donc, qui sont embauchées par ces organisations-là. Donc, s'il y a moins d'expérience, moins de possibilité de grandir, donc moins de possibilité de monter dans les échelons. Donc, il y a toutes ces dynamiques-là, et bien sûr, les dynamiques ne sont pas nécessairement entre expats, national staff, mais bien sûr, national staff, comme il y a d'autres instances où la sécurité et le bien-être du staff national, et ça, c'est des cas bien sûr extrêmes, est mise à mal par la reproduction de ces dynamiques de genre-là au sein des organisations. Parce qu'ils ne sont pas dans un vacuum, ils sont dans le pays, il se passe comme ça. Et comme je dis, dans des cas extrêmes, j'ai un autre exemple, mais en Somalie, où le gardien a pris connaissance qu'une jeune assistante administrative était dans les bureaux avec un autre staff qui était masculin, mais qui n'était pas de la même famille. Et le gardien, bien sûr armé, était prêt à... Je veux dire, ça devenait compliqué pour la jeune femme. Là. Il était survolté, il était prêt à... Ça chauffait, quoi. Country director intervient, tout ça, et là, on se calme. Donc, et je suis sûre qu'en Afghanistan, dans d'autres pays assez extrême dans ce sens-là, au sein même des organisations, il y a des dynamiques qui font en sorte que le bien-être du staff féminin doit être pris en compte. Tout ça, ça doit être analysé et rentrer dans les analyses, dans le risk mitigation, dans toutes les stratégies RH et duty of care. Maintenant, et je termine, je continue. La troisième bulle, donc la première bulle, c'est le contexte qui shift, hein, la croissance des besoins de protection au sein de l'individu, hein, la capacité de faire valoir son opinion, de faire un advocacy, de s'approcher des lieux de décision et tout ça est basé aussi sur ces dynamiques de genre et bien sûr au niveau des organisations internationales et toutes ces politiques de duty of care. Maintenant, je veux dire, encore là, rien de nouveau. Tout ça, c'est basé sur des dynamiques de pouvoir qui sont, je veux dire, les organisations ne sont pas l'exception, mais donc c'est dirigé par des dynamiques de pouvoir qui souvent défavorisent les femmes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des conversations de plus en plus importantes au sein des organisations internationales sur ces pratiques discriminatoires, sur ce racisme-là, tu vois qu'il y a quand même un mouvement au-delà des commentaires sur social media, là, les 50 Shades of Hate et tout ça, où les uns et les autres vont poser de l'avant des questions, des commentaires, mais on voit vraiment un soulèvement. Tu sais, Black Lives Matter et toutes ces questions de racisme-là ont également été introduites dans les organisations et on le voit aussi par, je veux dire, là, de plus en plus, il y a des positions de Gender Equality Inclusion Advisor, hein. Donc ça, c'est pas tant au niveau des programmes, mais autant au niveau interne, hein, les systèmes internes, les procédures, donc une évaluation pour rendre l'environnement plus inclusif, participatoire. MSF qui s'est lancé dans une étude, une introspection sur le racisme et la discrimination. Il y a toutes sortes de choses qui sont vraiment intéressantes. Récemment, j'ai vu sur les médias sociaux, il y avait un nouveau groupe formé, Women of Color for Emergency Response. Ah ben c'est génial, tu vois, il y a quand même, c'est plus le sujet aussi tabou que ça l'a été et on commence à re-questionner ces notions, ces dynamiques de pouvoir pour justement avoir des politiques plus adaptées aux besoins et aux expériences des uns et des autres. Mais encore, donc là, je sais que par rapport à, mettons, Duty of Care, je sais que PHAP puis
Ivka, je pense que c'est ça. Christine, Ivka, je me rappelle jamais. C'est ça. Donc, on lançait une espèce de recommandation, 3-pager sur le duty of care en temps de COVID. Et on voit aussi, donc ce sont les notions un peu de base du duty of care, hein, avec un peu de twist COVID, c'est-à-dire assurer que le personnel, si besoin, hein, dans les communautés, bien sûr, le PPE, qu'il y a un support psychosocial pour les travailleurs, qu'il y a aussi des mesures de quarantaine qui ne sont pas discriminatoires et tout ça. Donc, c'est le squelette normal de plus ou moins les politiques des organisations avec une twist sur la COVID pour la protéger contre la maladie. Ceci dit, ça reste quand même décevant parce que, par exemple, les recommandations, c'est d'avoir des assessments, des internal assessments qui sont participatifs, mais sans pour autant souligner l'importance d'avoir des assessments ou des analyses, des évaluations qui sont inclusives. Hein? Et là, on peut décliner, bien sûr, de gender, age, expérience, toute l'intersectionnalité et les autres facteurs. Donc, tout ce qui est safety, health, security, dans une perspective de gender, on a encore beaucoup de travail, ne serait-ce que par le fait qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Tu sais, il y a 3, 4, 5 rapports qui existent vraiment, il y a 2, 3 organisations qui s'intéressent, mais il y a encore un gros travail à faire pour la protection et sous ces différentes déclinaisons. Ne serait-ce que là, je vais terminer. Je veux dire, donc, oui, il y a des avancées. Oui, on a parlé du nationally du staff. Moi, je sais que en ce moment, je suis à la recherche de la prochaine opportunité et ça fait quelques mois que j'observe que les positions, il y a beaucoup de positions qui étaient expatriées qui sont rendues nationaux. Bon, c'est pas scientifique ce que je dis, c'est plutôt anecdotique, c'est par mon expérience personnelle, mais ne serait-ce que c'est une bonne chose pour, tu vois, c'est des opportunités pour les Gender Protection Advisors de ce monde qui se trouvent dans les pays dans lesquels on intervient, femmes et hommes et tout ça. Donc, ça, c'est une bonne occasion. Oh, j'ai perdu le fil, je vais en aller où avec ça. Mais c'est ça. Donc, tout ça pour dire que malgré qu'il y a des discussions, malgré qu'il y a des avancées, malgré tout ça, il y a encore beaucoup de travail sur la question du health and well-being security, qu'on a tendance un peu, je veux dire, par avant, de faire un peu de sous-traitance de l'expat au national staff qui est basé sur des assumptions qui sont complètement fausses. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Et puis, genre, là, je vais finir là-dessus. C'est évident, on a parlé, François a parlé de Benny, tout ça, et peut-être qu'il peut certainement en rajouter plus que moi, mais je veux dire, encore maintenant, et là, on voit des cas de scandale, OK, d'exploitation et abus sexuels envers le staff local, le staff féminin. Et qu'est-ce qui était un peu particulier avec Ebola? Ce n'était pas le cas comme le scandale type Haïti où c'était une personne ou plusieurs ou tout ça qui prenait pour ses propres fins à lui, ses allégations en tout cas, il a commis des crimes, perpétré des crimes, mais dans ce cas d'Ebola, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à l'accès à un travail. Hein? Je veux dire, il y a eu comme des rapporteurs dans le New Humanitarian News et quote pour quote, certaines femmes avaient dit que c'était un passeport pour accéder à un job. Okay? Dans cette réponse dans la région du Petit Nord, de Nord Kivu, et tu sais, que c'était à la vue et au-dessus de tout le monde, que tu sais, genre on met ça, c'est le bureau dans l'hôtel, le chauffeur prenait la jeune fille, tout ça. Donc, et ça, c'est un peu concernant parce que c'est lié à l'emploi. C'est le ticket passport for employment. C'est genre, si je fais des services sexuels, je vais avoir un emploi. Et là, on parle de toutes sortes de titres, que ce soit cuisinière, emploi, mobilisateur. Donc ça, bon, bref, on ne veut pas systématiser toutes ces problématiques, mais on a vraiment un travail de fond à faire, un grand questionnement pour justement, là je termine là-dessus, pour veiller à la sécurité, au bien-être de ces premiers répondants dans des réponses humanitaires. Je vais m'arrêter là-dessus. Bon, merci beaucoup, Mélanie. C'était très intéressant au niveau micro. Encore merci aux autres. On a une question, si on va débuter la période de questions, si ça ne vous dérange pas, ou l'échange. On a une question pour les trois. Selon vous, est-ce que la capacité plus limitée des travailleurs internationaux d'être sur le terrain réduira la capacité de témoigner et d'être un allié pour la protection de ceux qui en ont besoin? Je crois qu'il y a 3 choses. Hein. Je crois que d'abord, la
la présence limitée, plus limitée des acteurs, c'est en effet un élément majeur pour moins comprendre ce qui se passe. Et c'est pas que le témoignage et la protection. C'est en fait, comme toujours, chaque fois qu'on n'est pas là, chaque fois qu'on est coupé des réalités, on comprend moins bien. Et quand on comprend moins bien, on est moins intelligent pour agir et pour être stratégique. Ça va aussi bien pour les UN quand elles sont dans leur compound et qu'elles ne voient pas ce qui se passe. Ça va aussi bien avec les ONG quand elles restent à la capitale et qu'elles sous-traitent tout à des staffs locaux ou à des partenaires locaux qui, évidemment, devraient pouvoir les aider à comprendre, mais ça ne se passe pas de façon si simple. Hein. La localisation qui dit les acteurs nationaux comprennent, les acteurs internationaux ne comprennent pas, c'est encore une de ces choses qui est largement infondée comme de façon stratégique. C'est plus compliqué que ça. On a vu sur le Congo des problématiques de corruption massive liées à des acteurs nationaux et que si tu ne vas pas un petit peu pourvoir et creuser, tu passes complètement à côté. Donc voilà, la problématique de la capacité limitée des acteurs sur le terrain à comprendre ce qui se passe et à être plus intelligents, etc., ça concerne tous les éléments de l'aide, tous les éléments de la compréhension des conflits, tous les éléments de la compréhension de la vulnérabilité, tous les éléments de la compréhension des capacités de négociation. Donc là, je pense que c'est un élément un peu massif. Et donc voilà, donc en effet, si on veut pouvoir continuer, moi je viens de voir ça encore au Liban après le blast. C'était marrant parce que quand je suis arrivé, donc 15 jours après l'explosion pour faire une première évaluation en temps réel, tout le monde, y compris les UN, les ambassades qui étaient largement coupées de tout ce qui se passait parce qu'ils restaient dans les grands hôtels, etc., nous décrivaient une situation de Beyrouth apocalyptique. En fait, c'est un tout petit quartier qui a été réellement touché. On nous sortait des chiffres complètement incroyables, ça ne correspondait à rien. 300 000 déplacés, il n'y a jamais eu 300 000 déplacés. Mais si on ne va pas voir et si on ne prend que les choses que l'on vous dit, que l'on vous raconte, qui sont dans les médias sociaux, qui sont dans racontés, etc., si on ne va pas voir, on ne va pas comprendre. Et donc, voilà, c'est ne pas voir, ne pas aller sur le terrain, ça rend incapable de réellement comprendre la situation. Et même si on a des très, très bons acteurs nationaux, voilà, il y a des enjeux de triangulation. Les acteurs nationaux ne peuvent pas nécessairement comparer ça avec d'autres crises parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils n'ont pas eu l'occasion de voyager comme nous, on a souvent. Et donc, voilà, il manque des tas d'éléments. Donc, oui, la présence limitée des acteurs internationaux sur le terrain, ça rend le système international, mais aussi le système national, moins intelligent. Il y a vraiment besoin de cette présence et c'est ce croisement des regards. Je pense que on a trop tendance à opposer les internationaux et les nationaux. Non, c'est vraiment le gros enjeu, c'est le croisement des regards. Et c'est ça qui va permettre de mieux comprendre. Oui, je suis d'accord avec toi, François. Moi, j'avais, avant que tu commences à parler, j'avais le mot co-construction. Hein, donc, c'est des constructions qui n'ont rien à voir avec les logos, avec les contrats de travail. Je pense que c'est des interprétations et des constructions qui doivent se faire à différents degrés. Mais évidemment, quand une crise survient, surtout, bon, tu parlais de l'explosion au Liban, le phénomène de l'information et de la donnée probante, des fois, on la voit par couche. Hein. Donc, ceux qui sont vraiment sur le front line peuvent dire exactement les besoins avec une certaine certitude, etc. Et plus on monte la chaîne de commandement, plus ça devient flou et vague, et plus il y a une espèce de pollution par le bruit des médias, des réseaux sociaux, etc. Quand la crise dure, on constate évidemment des phénomènes assez différents. Puis je crois que c'est là où on est plus facilement capable de co-construire cet enjeu-là. Peut-être revenir rapidement sur la question de Patrick que je salue. Et je pense que François en a fait un petit peu référence. Tu parlais de la négociation. Hein, donc,
de la capacité de l'humanitaire à pouvoir négocier, interpréter une ligne de front et de faire en sorte que toute la chaîne de commandement et commandement de guillemets là, de prise de décision puisse avoir un éclairage sur des décisions extrêmement importantes dans le déroulement d'une opération dans des contextes extrêmement complexes dans lesquels il y a des milliers de vies en jeu. Et cette négociation-là, on a vu quand même au fil du temps ces dernières années, et un exemple d'ailleurs à laquelle je suis assez attaché, c'est celle du CCHN à Genève, justement, où il y a carrément une communauté de pratique de négociateurs multi-organisations, multi-origines, qui apprend les uns des autres. Comment on fait pour apprendre ce qu'on a appris des FARC avec les Chebabs, comment on fait pour apprendre littéralement dans les bidonvilles de Port-au-Prince versus au Liban, etc. Donc, cette négociation-là qui est un moyen, encore une fois, de pouvoir accéder à la population ou vice-versa, faire accéder des chaînes d'approvisionnement et aussi de faire en sorte que les uns et les autres apprendront et vont bénéficier du savoir sans le protectionnisme habituel. Évidemment, le protectionnisme organisationnel reste, hein, il y aura toujours des chasses gardées, mais il me semble, sans être naïf, qu'on tend à voir ça se désagréger. Peut-être que la pandémie nous amènera un peu ailleurs et nous forcera justement à mieux voir à quel point c'est compliqué, comme tu dis, François, c'est très complexe d'avoir cette information et d'éviter, comme le suggère la question de Patrick, qu'il y ait une forme de dilution dans les compétences et dans le savoir et qu'au contraire, on aura plutôt une construction du savoir. Merci. Mélanie, est-ce que tu aurais... Rapidement, moi, je vais répondre à cette question un peu sur les cas de protection en lien avec la violence basée sur le genre. Et ça pourrait affecter dans la mesure que c'est juste une question de souci de quantité aussi, hein, dans le sens que c'est sûr que moi, comme expatriée, je vais pas dans les régions très reculées pour essayer de recenser ou faire des études sur les trends de GBV, tout ça. Donc, on compte énormément sur le personnel national et surtout le personnel féminin. Ce sont des questions qui sont extrêmement sensibles. Stress, je veux dire, les survivantes de violences sexuelles, notamment, sont extrêmement stigmatisées. Hein, ça prend un bon input, ça prend un bon accès à la communauté, bien sûr, mais ça prend beaucoup de sensibilité et c'est pas, et juste côté pratique, les femmes vont beaucoup plus facilement parler à d'autres femmes, notamment des health workers dans les communautés, pour essayer d'expliquer les trends, les façons et les lieux et toutes ces questions autour de la violence basée sur la violence liée au genre. Et tout ça. Donc, il y avait des cas normalement, juste rapidement, mais là, on déborde un peu du sujet, où un moment donné, le financement de toutes les activités pour le SGBV, GBV a été comme augmenté avec toute la prise de conscience. C'était l'enjeu international le plus important, je veux dire, pendant un certain temps, et ça menait à toutes sortes de débordements en termes de programmation sur le GBV. Et il y avait même des acteurs humanitaires, il y avait tout un fonds de commerce, dans le cas du Congo, sur ces questions de GBV. Et là, les gens arrivaient dans des communautés avec déjà des listes, voilà des listes de personnes qui ont subi des violences sexuelles, et c'est comme, non, pas vraiment. Donc, ça met un doute parce que, bon, vu encore là de la stigmatisation, de la sensibilité, obtenir des listes ou obtenir des cas ou obtenir une compréhension du scope, hein, de la quantité, le type de violence est assez difficile et très sensible. Donc, idéalement, ça pour de loin, mettons, le staff international peut appuyer, disons, le bureau de Goma versus celles qui sont sur le terrain et tout ça. Donc, moi, c'est un peu... voilà. Merci. Une autre question. Parlant de localisation et de capacité limitée des travailleurs internationaux sur le terrain, est-ce qu'il y a des modèles de collaboration régionale entre quelques pays d'une même région sans intervention des grandes ONG internationales ou du CICR pour mettre en place des corridors humanitaires ou rehausser les accès aux populations? Voilà, donc, alors il y a des choses très intéressantes, notamment dans des zones où un certain nombre d'acteurs sont très impliqués dans du transfrontalier. Et c'est notamment dans toutes les zones de pastoralisme
où il y a des communautés d'associations d'éleveurs des deux côtés de la frontière et qui sont des acteurs clés de la négociation de plein de choses. Non seulement de la négociation du passage des troupeaux, du passage des hommes, mais du passage des humanitaires, du passage des blessés. Donc voilà, dans plein de zones, on a repéré ça sur la frontière entre le Mali et le Burkina, on a repéré ça sur la frontière entre le Tchad et la RCA, entre le Cameroun et la RCA, que des acteurs qui ne rentrent pas du tout dans l'écran radar classique de l'humanitaire, qui sont en fait des associations transfronalières d'éleveurs, donc qui sont organisées autour de leur métier transfrontalier, mais qui font passer plein d'autres choses que simplement leur métier, jouent un rôle tout à fait intéressant d'appui, de soutien, de bonne gouvernance de la zone, de sauver des gens qui ont été blessés d'un côté, de les ramener de l'autre côté. Enfin, il y a des tas de trucs tout à fait passionnants qui se passent dans ces zones pastorales transfrontalières, dans lesquelles des acteurs nationaux, locaux, fonctionnent de façon tout à fait intéressante. Alors, il y a un autre élément qui est un facteur important et qui peut-être va revenir sur l'élément de Mélanie, c'est aussi la connaissance des langues. Nous, en français, nous les étrangers, on connaît le français, l'anglais, l'espagnol, éventuellement, on a pu apprendre quelques langues étrangères, etc. Mais on est dans des endroits où les gens connaissent souvent 5-6 langues locales. Les femmes connaissent le Haoussa, le Bambara, le Peul, etc. Donc, ce sont des éléments très clés parce qu'elles sont souvent des acteurs de pas mal d'échanges qui sont sous l'écran radar de la Banque mondiale et du FMI, mais qui sont clés du fonctionnement des sociétés et des économies au niveau micro-local. Et donc, voilà, il y a pas mal d'exemples où des acteurs, mais alors qui ne rentrent pas du tout dans quelque part dans la nomenclature acteur humanitaire international local. Ça rend, c'est d'autres structurations des sociétés. Souvent, on nous parle du secteur informel, mais en fait, il n'est pas du tout informel, simplement qu'on ne comprend pas la formalisation. Et donc, voilà, on dit le commerce des villes, le commerce des marchés, c'est du secteur informel. Non, c'est extrêmement formalisé. Les acteurs, et notamment les femmes, sont des acteurs clés de ces systèmes-là, qui ont été capables de mettre en place des systèmes de solidarité qui dépassent largement les tontines et des choses comme ça, mais qui ne rentrent pas dans notre écran radar. Donc, pour nous, c'est plus compliqué. C'est ces fameux crises déstructurées, mais qui sont déstructurées que pour nous parce que simplement on n'en comprend pas la structure. Et donc, le secteur informel parce qu'on n'en comprend pas la formalisation. Mais il y a des tas de choses passionnantes qui se passent si on arrive à rentrer dans une dynamique de la complexité des choses et pas de la simplicité. Oui. Peut-être, Christine, si tu me permets, je ne veux pas en rajouter sur ce qui a déjà été dit. Là, je suis bien confortable avec tout ça. Je suis peut-être un peu comme le temps passe et qu'on termine déjà dans 15 minutes. Peut-être en termes de projection sur le même thème, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Je me permets de lancer peut-être une question à mes collègues avec ce qui s'en vient donc en 2021, notamment, bon, François parlait tout à l'heure de la diplomatie, de la COVID-diplomatie. Ce qu'on voit poindre et qui est déjà en cours, c'est le vaccine diplomatie, donc la diplomatie du vaccin, qui va devenir un enjeu extrêmement important, on le sait tous. Là, donc, les régions du monde et les populations qui auront accès au vaccin auront un avantage comparatif, évidemment. Et, je sors des enjeux humanitaires, mais clairement, ça va devenir un enjeu. C'est déjà un enjeu. Et en référence à l'impact de la pandémie, ce que je perçois, et là, on est un peu dans la prospective, mais quand même, c'est important de l'anticiper pour tenter d'éclairer. Je vois qu'il y a beaucoup de collègues d'organisations humanitaires dans la salle. Donc, l'arrivée du vaccin, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, sachant, avec l'hypothèse qu'on voit d'accès notamment aux médicaments et aux vaccins de base dans plusieurs pays de la planète, qu'il y aura... en tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est probablement 3 espèces de grandes couches. Il y aura évidemment les pays riches qui auront un accès assez rapide dès l'année prochaine. Il y aura une couche intermédiaire de pays, oui, un peu intermédiaire, mais surtout de l'élite de ces pays-là qui aura un accès au vaccin véritablement. Puis il y aura
encore une fois, l'autre tiers qui n'aura peut-être jamais accès au vaccin. Et donc, la COVID, si elle n'a pas fait de dégâts, entre guillemets, dans la communauté de la population civile, sur la santé à tout le moins, ben, ce n'est pas complètement farfelu de penser que le virus va rester dans l'écosystème humain, dans ces populations-là, qui n'auront probablement jamais accès au vaccin parce qu'ils n'ont malheureusement jamais accès à des soins de santé de base de toute façon et que la COVID deviendra vraisemblablement une autre tuberculose, une autre fièvre jaune, une autre de ces maladies qui va rester et persister dans un ensemble de pays ou de régions du monde qui n'auront jamais accès à ça. Alors ça, il faut l'anticiper. Je lance ça aussi comme perspective parce qu'évidemment, on regarde comment se positionne entre autres l'OMS et certaines grandes organisations humanitaires médicales sur ce plaidoyer nécessaire-là pour permettre en tout cas au niveau éthique et politique, aux pharmaceutiques, mais aux pays donateurs, aux pays qui ont déjà investi dans la recherche et le développement du vaccin, de donner un accès universel au vaccin. Et ça évidemment, on est loin de ça. On sait qu'on aura des enjeux même dans nos propres sociétés, mais il va y avoir encore une fois une déstructuration de l'accès très clairement, à mes yeux, en tout cas, dans les communautés desquelles on parle dans ce webinaire. Ça m'apparaît assez clair. Je lance la question et le commentaire à mes collègues François et Mélanie aussi, de facto, et peut-être aussi, Christine, veux-tu réagir là-dessus? Mélanie, tu veux dire quelque chose? Je pense que à toi, François. Alors, je pense que c'est intéressant de reprendre l'expérience Ebola du vaccin. Et donc, moi, j'ai travaillé et en zone Ebola avant les vaccins et en zone Ebola après les vaccins. Et on voit des choses qui sont assez clés. Je pense que parmi les choses fondamentales, il y a protéger le personnel médical. Parce que s'il n'y a pas de personnel médical, si le personnel médical est lui-même malade ou lui-même perçu comme contaminant, aucune structure de santé ne peut fonctionner. Donc, il y aura une priorité qui va être en fonction des coûts, des disponibilités, des capacités de transporter. Hein, le vaccin qui doit rester à 80 degrés en dessous de zéro, il ne va pas avoir beaucoup d'applications dans pas beaucoup d'endroits, mais voilà. En tout cas, il y aura une première priorité qui va être le personnel soignant, parce qu'il doit rester opérationnel et que si en plus il est perçu comme lui-même contaminant, c'est l'ensemble de la pyramide de santé qui s'écroule. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a eu des choses intéressantes qui ont été aussi développées dans le contexte d'Ebola, qui sont ce qu'on appelait les vaccinations en auréole, autour de clusters, autour de comme ça, pour augmenter un petit peu la contamination dans la zone la vaccination dans la zone de forte contamination et essayer de faire que le cluster se réduise autour de ça. Puis après, il y aura évidemment la troisième étape qui va être des vaccinations sur des beaucoup plus grandes populations avec la double problématique du coût, mais aussi de l'inconnu. C'est-à-dire pour l'instant, on ne sait pas combien de temps va durer l'immunité acquise avec ces vaccins, même qu'on ne sait pas combien de temps dure l'immunité acquise en cas d'avoir été soi-même malade. On ne sait pas si le vaccin va muter régulièrement, qu'il va falloir trouver si le virus va muter régulièrement et va demander d'autres vaccins comme pour la grippe. Voilà. Donc, il y a plein d'incertitudes, mais pour moi, il est évident qu'il va falloir travailler sur au moins les deux premières auréoles prioritaires qui sont le personnel de santé, le personnel hospitalier au sens large qui gère les structures hospitalières et des approches assez ciblées autour de vaccination en auréole, autour de clusters fortement contaminés ou fortement contaminants. Voilà. Et puis après, tout va dépendre du type de vaccin, du coût du vaccin, de l'ergonomie de l'utilisation du vaccin. Il y aura plein de facteurs qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas, pour moi, les deux priorités, c'est celles que j'ai dit tout à l'heure. Tu peux y aller? Oui.
2 secondes, OK. Ben, oui, absolument, je suis d'accord avec François, la protection des travailleurs humanitaires. Et dans le cas, mettons, l'OMS reconnaît qu'une très grande majorité du personnel médical, personnel de soins de santé est féminin. Je pense que le chiffre global est 70%. En Afrique, bon, là, après ça, on découpe selon les régions, mais en Afrique, mettons, sur le personnel infirmier, c'est 68% femmes pour, bon, 52% hommes. Et au niveau personnel, mettons, des docteurs, ben là, on réduit le ratio s'inverse et tout ça. Mais oui, absolument, la protection, et dans des cas comme, mettons, la Syrie que je connais moins et tout ça, l'Afghanistan, où là, les hôpitaux directement dans les zones de conflit ont été la cible d'attaque. Hein? Donc, la protection personnelle des gens et aussi la protection des lieux. Il y a aussi toute la question de la stigmatisation hein, de la COVID qu'on comprend, pas sûr qu'on comprend encore très bien. Si on se fie, par exemple, aux études sur la stigmatisation des personnes affectées par la TB, par exemple, on remarque que, mettons, chez les hommes, la TB, la stigmatisation, elle est surtout sociale. Donc, c'est dans son milieu de travail, comme les hommes se traînent souvent ensemble et tout ça. Tandis que la stigmatisation portée par les femmes, elle est plus au niveau des ménages. Donc, dans son milieu immédiat. Et c'est là qu'il y a des risques de rejet et tout ça. Donc, ça, c'est une question aussi, en termes de protection du personnel, toute la question de la stigmatisation, bien sûr. Globalement, qu'est-ce qui est encourageant et qu'est-ce que j'espère, mettons, pour les années à venir et tout ça, c'est que, bon, récemment, j'ai eu à travailler avec le Global Fund, donc je connais un peu plus ce domaine de santé, un petit peu plus, et toutes les stratégies genre protection mettent beaucoup l'emphase sur la réduction des barrières à l'accès pour les personnes qui veulent accéder à des services de soins de santé primaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, dans le sens que, tu sais, au-delà le vaccin amène à la personne, c'est tout réduire les barrières sociales, économiques, engager les communautés dans un dialogue, faire des campagnes sur les droits en santé des uns et des autres. Et bien sûr, quand on parle d'accès, les jeunes femmes et les jeunes garçons sont toujours plus à mal. Ils sont face à des barrières beaucoup plus élevées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on espère que, et bien sûr, promotion de l'accès universel de la santé. Donc, c'est un peu les trois buckets de la majorité des policies gender en santé et on espère que justement cette réduction des barrières, cet accès soit encore le centre ou l'emphase de ce sur quoi les policies et ensuite les programmes travaillent. Merci, Mélanie. Et si je peux rajouter quelque chose là-dessus, quand on regarde comment fonctionne un poste de santé ou un petit hôpital perdu au fond de la brousse en Afrique, mais c'est la même chose que j'ai vu en Afghanistan ou dans des tas d'autres contextes, on s'aperçoit qu'il y a d'une part ce que moi j'appellerais les interventions ou les actions de type réactif, donc des gens qui sont malades, la malaria, une petite opération, etc. Et il y a tout ce qui est préventif. Et parmi les activités préventives très importantes, il y a tout ce qui est la mise en place de tout ce qui est les visites prénatales et de préparation aux accouchements et même d'accompagnement de l'arrivée des femmes à la maternité. Et j'ai pu voir là, dans des structures de santé en RCA que la peur d'aller à l'hôpital comme lieu de contamination était un facteur qui faisait que les femmes allaient encore moins faire une visite prénatale. Mais si on ne fait pas la visite prénatale et qu'il y a un problème, quand on arrive à la maternité et que le problème arrive, on n'a plus que l'évacuation en mobilette, femme en couche évacuée en mobilette pendant ou la mort, ou peut-être qu'on arrive à bien s'en sortir. Et donc, je crois que tout facteur qui va rendre un hôpital moins craint, qui va rendre l'accès à cet hôpital quelque chose qui fait moins peur d'être contaminé, etc., ça a un impact direct sur l'ensemble de la population, mais massivement sur les femmes. Et je crois que c'est un point important que Mélanie a souligné tout à l'heure. Merci, François.
François et Mélanie, on manque de temps, il reste que 4 minutes, mais je voulais absolument remercier vous trois pour toutes vos belles contributions et réflexions à ces différents niveaux-là. Évidemment, j'apprécie énormément que il y a beaucoup d'aspects imprévisibles, on ne peut jamais prévoir ce qui va arriver, mais on peut quand même anticiper quelques scénarios et ces leçons apprises de d'autres désastres, de d'autres situations au préalable. Donc, encore, je vous remercie, on vous remercie les trois pour vraiment une très, très belle discussion et des très bonnes questions. Et je suis désolée si on manque de temps. J'aimerais, je pense que François, je ne sais pas si tu avais quelques mots juste pour conclure ou non? Ben, peut-être officiellement au nom de l'Observatoire, te remercier donc pour l'animation. Merci à toutes les participants dans la salle. On a atteint presque 40, donc c'est signe qu'il y a un intérêt sur cette question-là. Il y a encore beaucoup d'incompréhension. Je crois que la conclusion, si je fais écho à tes propos, Christine, et à ceux de François et de Mélanie, c'est que finalement, il y a encore très peu de données probantes, mais on n'a pas la catastrophe attendue, disons ça comme ça, et que l'effet de la pandémie va être un effet secondaire sur la communauté qui nous intéresse et moins direct et finalement que la crise humanitaire, elle est plus dans les pays occidentaux qu'ailleurs dans le monde, vraisemblablement. C'est ce qu'on est en train d'observer. Je pense que c'est un peu ça. Puis j'ai beaucoup apprécié évidemment le regard de Mélanie sur cette perspective évidemment des genres qui doit être au centre de notre analyse constamment. Donc, c'était évidemment très apprécié. François, merci aussi d'avoir fait écho à notre partenariat. Donc, j'invite tout le monde dans la salle évidemment à visiter le site du groupe ERD ou comme celui de l'Observatoire. On mutualise nos travaux lorsque possible. On fédère évidemment les regards croisés. Donc, évidemment, les leçons apprises de ce qui se passe de votre côté de l'Atlantique et du nôtre sont très, très importantes. Puis je le dirais aussi, je pense dans une perspective francophone. Donc, on veut développer le savoir et la recherche dans cette perspective de la francophonie. Puis je pense que dans l'humanitaire, c'est pas une mauvaise chose, étant donné que tout se fait évidemment beaucoup en anglais, comme on sait. Alors, on est bien content de ce partenariat avec le groupe URD, une relation qu'on a avec François déjà depuis quand même un certain temps, mais qu'on a formalisé officiellement. Alors, je salue mes collègues et amis du groupe URD, évidemment. Donc voilà, merci Christine de m'avoir donné le mot de conclusion, mais je te remercie d'avoir fait l'animation. Merci à Marie-Claude et Diane qui sont dans la salle pour avoir évidemment orchestré le petit webinaire, les enjeux technologiques. Merci tout le monde et à la prochaine. Le prochain webinaire aura lieu. Peut-être, Christine, peux-tu m'éclairer parce que je crois que tu es sur le webinaire. Le prochain webinaire, ça me prend quelqu'un qui me dit c'est quand le prochain webinaire pendant qu'on a encore 30 personnes dans la salle. C'est le 30. Le 30 novembre. Le 30 novembre. Merci. Merci. D'ailleurs, sur Les violences sexuelles. Les violences sexuelles. Merci encore. On est à notre affaire, ne vous inquiétez pas, on est à notre affaire. Il y a trop de webinaires ces temps-ci. Alors, un plaisir de vous y voir. Allez voir sur nos sites Internet pour les inscriptions. Au revoir. Au revoir.